Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 23 mai, dont voici les principaux titres. Au Nigeria, le président Buhari a inauguré la giga-raffinerie de l'homme d'affaires Aliko Dangote, un projet colossal d'une valeur de 20 milliards de dollars qui devrait radicalement changer la donne pour le géant ouest-africain. Au Soudan, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine, des combats se sont poursuivis cette nuit dans Khartoum. Selon l'ONU, si la trêve n'est pas respectée, 1 million de personnes supplémentaires pourraient fuir vers les pays limitrophes qui redoutent une extension de la violence. Et pour terminer cette édition, nous reviendrons sur le salon MBOA qui s'est déroulé à Paris ce week-end, un salon qui a pour ambition de faire briller le Cameroun à l'international. Je vous le disais, une inauguration très attendue a eu lieu ce lundi 22 mai avec 7 ans de retard pour la première raffinerie privée de pétrole brut au Nigeria réalisée par Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Cette réalisation estimée à 20 milliards de dollars concrétise un vieux rêve pour les Nigérians et constitue l'un des plus importants investissements réalisés dans le pays. Aymeric Torignon. C'est une infrastructure qui va radicalement changer la donne dans le secteur pétrolier au Nigeria, confronté régulièrement à des problèmes de pénurie de carburant. Une usine de raffinerie, la première détenue en grande majorité par un privé dans le pays. Un vieux rêve du richissime homme d'affaires Aliko Dangote, devenu réalité. Cette méga raffinerie, plus qu'une infrastructure industrielle, ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique et même d'en exporter sur le continent. Son inauguration s'est déroulée lundi. Initially, we thought to enter into the industry by acquiring the brownfield refineries under the federal government's privatization program in 2007. Regrettably, the outcome of the exercise was reversed and our payments returned. We subsequently committed to enter the market boldly with a vision to invest in a greenfield refinery that will transform the industry in Nigeria and Africa as a whole. And that is why we went for the biggest refinery ever built in the world. Cet ambitieux projet promet de stimuler la croissance alors que ces dernières années ont été marquées par une grave détérioration de la situation économique. Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars est la plus grande raffinerie en train unique du monde, selon le groupe Dangote. À plein régime, elle devrait avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent. We have built a refinery with a capacity of 650,000 barrels per day of crude oil, plus 900,000 metric tons of polypropylene in a single train, which is the largest built ever. We have selected the best plants and equipment and the latest technology from across the world. Le site industriel a été construit à côté du nouveau port en eau profonde de Lekki, inauguré en 2022 dans la périphérie de Lagos. Preuve que le projet entre dans une stratégie plus globale d'industrialisation du pays. L'inauguration de la raffinerie a eu lieu en présence des présidents du Nigeria, du Togo, du Ghana, du Niger ou encore du Sénégal et le représentant du chef d'État tchadien. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a lancé la construction de la première route de désenclavement de la Likwela dans le cadre du corridor 13 menant à la République centrafricaine et au Tchad. Des travaux financés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour un montant de plus de 164 millions de dollars. Un projet colossal qui favorisera la liaison routière Congo-Centrafrique-Tchad en passant par Pokola, mais aussi le désenclavement de cette contrée et l'intégration sous-régionale. Reportage Louis-Marcel Satou. Ce projet qui consiste à la construction du pont de 616 mètres sur la rivière Songa et le bitumage du tronçon Wesso-Pokola Corridor 13 et les voiries de Pokola par la société chinoise CRBC, notamment dans la première phase, répond à la vision du gouvernement, celle de désenclaver l'arrière-pays. Le financement que la BDAC a octroyé à l'État congolais s'élève à 99 milliards 700 millions de francs CFA. Donc on peut arrondir à 100 milliards de francs CFA. C'est pour
couvrir les travaux de l'adaptation de la route Wesso-Pokola, ainsi que le pont sur la Sanga, avec quelques aménagements connexes au niveau de la municipalité de Pokola. C'est donc un projet intégrateur qui rentre dans le cadre des 11 projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC. Il s'agit pour le chef de l'État de poursuivre et finaliser progressivement, au gré des vents et selon le rythme des saisons, les projets d'équipement du territoire. Ici, de ce côté-ci de l'Équateur, le président œuvre méthodiquement, je dirais même avec munitie, à poser à partir de Wesso les jalons importants du désenclavement de la Likwala et atteindre la frontière avec la République centrafricaine. Avec la construction de ces deux ouvrages, le chef de l'État a grandement réussi son pari. Les autorités locales, tout comme la population du département de la Sanga, voient en ce projet une étincelle d'espoir quant au développement de leur département ainsi que de son ouverture à d'autres horizons. Le procès pour viol d'Ousmane Sonko, principal opposant politique au président sénégalais Macky Sall, débute ce mardi 23 mai à Dakar, après un premier report d'audience la semaine dernière. Cette ouverture se déroule dans un contexte de tension élevée et suscite des craintes quant à de possibles troubles, étant donné que ce procès est perçu par les partisans de Sonko comme une tentative politique de l'écarter de la course à la présidentielle. Au Soudan, malgré l'entrée en vigueur de la trêve d'une semaine, des combats au sol et des frappes aériennes ont eu lieu à Khartoum dans la nuit de lundi à mardi entre l'armée et les paramilitaires censés laisser passer civils et aide humanitaire. Une violation de la parole donnée qui s'ajoute à la dizaine de trêves qui ont déjà échoué dès leurs premières minutes. Soukaina Skali. À peine entrée en vigueur, la trêve a déjà volé en éclats. Après plus de 5 semaines de conflit au Soudan, un cessez-le-feu conclu entre l'armée et les paramilitaires, sous l'égide des États-Unis et de Riyad, est entré en vigueur lundi soir. Mais dans la soirée, des tirs ont été encore entendus dans la banlieue nord-est de Khartoum. Pour sa part, le gouvernement du Soudan s'engagera à respecter les principes de la déclaration de Djerba avec cet accord tout en respectant le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Il fournira les conditions pour fournir une aide d'urgence et un accès sans entrave aux travailleurs humanitaires. Cette trêve, obtenue au terme de 2 semaines de négociations, devait servir à relancer services et hôpitaux et réapprovisionner stocks humanitaires et marchés pillés ou bombardés. Face au non-respect des engagements, l'ONU en appelle à la responsabilité des belligérants. Les deux parties m'ont demandé de condamner les actions respectives de l'autre partie. J'appelle les deux à mettre fin au combat et à reprendre le dialogue dans l'intérêt du Soudan et de son peuple. Mais au 37e jour consécutif de conflit, les 5 millions d'habitants de la capitale soudanaise Khartoum ont passé la journée au milieu des combats, sous une chaleur écrasante, pour la plupart privés d'eau, d'électricité et de télécommunications. À Khartoum, au Darfour et ailleurs, les parties belligérantes ont mené leur guerre sans se soucier des lois et des normes de la guerre. À ce jour, 25 millions des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire, selon l'ONU. Sauver des vies, promouvoir la santé pour tous, c'est le thème retenu pour la 76e Assemblée mondiale de la santé qui a débuté dimanche 21 mai à Genève. Au cours de cet événement qui va durer 10 jours, les délégués débattront du rôle essentiel que joue l'OMS dans l'architecture mondiale des urgences sanitaires. Une 76e Assemblée qui sera aussi l'occasion de faire un bilan sur les progrès, les réalisations et les défis de l'année dernière. Aymeric Torregno. À l'intérieur de ce bâtiment des Nations Unies à Genève, les acteurs mondiaux de la santé tiennent depuis dimanche une rencontre capitale, la 76e Assemblée mondiale de la santé. L'événement va durer 10 jours et permettra de passer en revue les progrès, les réalisations et les défis qui s'imposent à l'Organisation mondiale de la santé, une institution qui célèbre cette année 75 ans d'existence. Au cours des 20 dernières années, les attentes du monde à l'égard de l'OMS ont énormément augmenté, mais nos ressources n'ont pas suivi. À cela s'ajoute le défi d'être une organisation technique et scientifique dans un environnement politique et de plus en plus politisé. Depuis son existence,
l'OMS a relevé de nombreux défis sanitaires qui s'imposaient au monde. Des pandémies meurtrières comme le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme ou encore la poliomyélite. Et le Covid-19, l'une des dernières en date. Même si la circulation du virus paie de plus en plus en intensité et en mortalité, il demeure une menace à surveiller de près. To be clear, COVID-19 is still with us. Pour être clair, le Covid-19 est toujours parmi nous. Il tue toujours. Il change toujours et il exige toujours notre attention, mais il ne représente plus une urgence de santé publique de portée internationale. La fin du Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale n'est pas seulement la fin d'un mauvais rêve dont nous nous sommes réveillés. Nous ne pouvons pas simplement continuer comme nous le faisions avant. Aujourd'hui, le monde est confronté à de nouveaux défis et cette 76e Assemblée mondiale de la santé se veut un creuset pour préparer l'avenir. Il s'agit là de défis redoutables et complexes. Nous ne les résoudrons pas lors de l'Assemblée mondiale de la santé et nous ne les résoudrons peut-être pas de notre vivant. Mais petit à petit, nous construisons une route que nos enfants et nos petits-enfants emprunteront et qu'ils continueront à construire. Depuis 75 ans, l'espérance de vie dans le monde a augmenté de plus de 50% et la mortalité infantile a diminué de 60%. Des progrès favorisés par le travail de l'OMS, mais l'organisation reconnaît que beaucoup reste à faire, la couverture sanitaire universelle par exemple. Nous vous en parlons régulièrement dans nos éditions. La Corne de l'Afrique fait face à une crise sans précédent caractérisée par la famine, les déplacements de population, les pénuries d'eau et l'insécurité. C'est dans ce contexte que l'UNICEF lance un appel à investir dans des systèmes durables et résilients pour protéger les enfants et les communautés de la région, où je vous rappelle que plus de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Mathieu Nicolas. C'est un appel d'urgence à prendre au sérieux. Lundi, dans un communiqué de presse, l'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme sur la situation des enfants de la Corne de l'Afrique. Ils sont plus de 7 millions de moins de 5 ans à souffrir de malnutrition. Selon l'agence onusienne, près de 2 millions d'entre eux risquent de mourir. Au cours des 3 dernières années, les communautés ont été obligées de prendre des mesures extrêmes pour survivre. Et des millions d'enfants et de familles désespérées ont quitté leur maison à la recherche de nourriture et d'eau. Cette crise a privé les enfants des fondements essentiels à leur enfance, pouvoir manger à sa faim, avoir un toit, de l'eau potable et aller à l'école. L'Éthiopie, le Kenya et la Somalie sont les pays les plus touchés par cette malnutrition. Dans ces pays, les populations se heurtent à des conditions météorologiques extrêmes, comme des périodes de sécheresse record. Et même si les pluies récentes, notamment en Somalie, ont apporté un peu de soulagement, elles ont aussi engendré des inondations. Résultat, le sol desséché n'absorbe pas les grandes quantités d'eau, ce qui entraîne de nouveaux déplacements, un risque accru de maladies, des pertes de bétail et des dégâts causés aux cultures. Les pluies ont apporté un peu de soulagement et d'espoir, mais aussi de nouvelles menaces. Et le rétablissement ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les cultures repoussent, que les troupeaux grandissent et que les familles se remettent de ces années de difficultés. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à leur apporter un soutien. En 2022, l'UNICEF a fourni des services de prévention de la malnutrition à plus de 30 millions d'enfants et de mères. Cette année, la crise sans précédent nécessite de plus gros moyens. Objectif, aider non seulement les enfants à se remettre d'une crise de cette ampleur, mais aussi à développer des systèmes plus résilients et durables, capables de résister aux impacts climatiques futurs et à d'autres chocs. Un député provincial d'opposition arrêté et jugé en République démocratique du Congo. L'infirmière de 38 ans poignardée au CHU de Reims qui succombe à ses blessures et la Grèce ainsi que d'autres pays d'Europe qui refoulent des migrants en violation du droit international. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Noël Dong et Ahmed Chiniou. En République démocratique du Congo, un député provincial d'opposition devrait être jugé ce mardi à Kinshasa. Le responsable de la communication d'Ensemble pour la République
le parti de Moïse Katumbi, a été arrêté le 20 mai par des hommes cagoulés et enfermés dans une cellule de la police judiciaire suite à son passage sur un plateau télé. Mike Mukebayi est, entre autres, accusé d'outrage au chef de l'État Félix Tshisekedi et incitation à la haine tribale après des propos tenus sur un plateau télé. Lundi, il a été déféré au parquet général de Kinshasa qui l'a présenté dans la foulée au juge de la cour d'appel pour une procédure en flagrance. L'élu, critique acerbe du régime en place, risque une lourde peine à 7 mois des élections dans le pays. Athènes a été sommée d'enquêter sur la façon dont le pays refoule des migrants en violation du droit international. Les autorités grecques auraient procédé à un refoulement illégal de migrants. Bruxelles a averti lundi qu'elle était prête à prendre des mesures formelles contre la Grèce à ce sujet à la suite de la publication d'une enquête de New York Times la semaine dernière montrant les autorités grecques forçant des migrants à monter dans un canot pneumatique et les abandonnant en mer. Cette semaine, la commissaire européenne chargée du dossier a demandé une enquête complète et indépendante suite à la publication de ce document. Pour Bruxelles, il s'agirait d'un refoulement illégal, contraire au droit communautaire et international. Au Cameroun, la 51e fête nationale de l'unité a fait la part belle cette année à l'armée. Une armée que le président Paul Biya a voulu en phase avec la population, surtout en cette période où le pays traverse diverses crises. Un reportage de nos correspondants Mathieu Vamba et Cyril Guigery. Cette 51e fête nationale de l'unité qui faisait honneur aux forces de défense et de sécurité du Cameroun a su tenir ses promesses au boulevard du 20 mai. D'abord, une parade militaire à pied, bien organisée, structurée avec des chorégraphies bien huilées et des pas forts cadencés. L'armée camerounaise a su étaler et promouvoir ce qu'elle compte d'unités spéciales, gendarmerie, brigade terre, unités antiterroristes, groupements spéciaux de la police. Des segments des forces de défense et de sécurité qui démontrent les avancées réalisées par cette armée. En termes de logistique, de nouveaux aéronefs, chars et engins roulants modernes. Le défilé motorisé n'étant pas en reste, avec la présentation de nouveaux engins et arsenals acquis. Un défilé militaire fort apprécié et qui témoigne de la cohésion entre le peuple camerounais et son armée. L'affaire nous rappelle que nous sommes une même nation, un même pays, un même État, avec un seul gouvernement, une seule armée et puis une seule justice. Si nous avons une constitution, nous avons un peuple. À un moment donné, les frontières de notre nation ont été attaquées, en interne comme en externe. Et c'est grâce à nos forces de défense et de sécurité et à celui qui préside aux destinées de notre nation que nous avons pu obtenir l'intégrité territoriale de notre nation. Présente sur plusieurs théâtres d'opérations sur le sol camerounais, cette armée n'a cédé aucun centimètre de son territoire, malgré les assauts venus de l'extérieur. Armée forte, républicaine et intégrée, l'armée camerounaise entretient aussi de bonnes relations à l'international. Ce défilé du 20 mai s'est donc ouvert avec un carré de l'armée égyptienne, invité et qui a séduit par sa compagnie musique. J'ai été particulièrement heureux de voir ce défilé ouvert par un détachement de la musique militaire égyptienne qui a introduit une note à la fois martiale mais également à la fin assez de musique orientale assez appréciable. Avec un concerto éclectique, aux sonorités variées et surtout camerounaises. Conférence, networking, accompagnement à l'entrepreneuriat. Ce samedi avait lieu à Paris le MBOA. Une journée pour mettre en lumière les belles histoires de la diaspora camerounaise avec celles et ceux qui y contribuent. Mathieu Nicolas. Réunir, valoriser et connecter les différents acteurs et leaders de la diaspora camerounaise d'Europe, il a fallu rêver grand pour organiser ce premier salon business et socio-culturel
de la diaspora camerounaise d'Europe. Baptisé Mboa Paris, l'événement du beau monde au beffroi de Montrouge à Paris. Nous avons organisé ce salon socio-culturel et business dédié à la diaspora camerounaise d'Europe. Donc c'est parti d'une idée tout simple et aujourd'hui nous sommes très heureux de voir la concrétisation finale de cette idée aujourd'hui avec de réelles personnes qui sont là, de réels projets, des entrepreneurs. Nous avons plus de 1000 m² de stands exposition. Nous avons des Camerounais qui ont fait le déplacement depuis la Belgique, qui sont venus exposer leur savoir-faire. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont venues découvrir du coup ce talent camerounais. En choisissant le 20 mai pour ce salon, les organisateurs ont voulu faire d'une pierre deux coups, organiser un événement de cette envergure et célébrer la 51e fête de l'unité nationale. Occasion pour la diaspora de fêter l'unicité de leur pays, mais aussi ses valeurs et sa diversité. Entrepreneurs, médias ou investisseurs ont pu échanger à travers des ateliers, des conférences et des tables rondes. Je m'appelle Marie-Noël Wafo. Je suis donc décoratrice et créatrice de la marque Évasion Design. Donc c'est une marque qui porte vos projets de décoration, qui porte également une ligne de linge de maison, de l'art de la table et des coussins. Du linge de maison ethnique avec toujours une touche de pagne, de wax ou de tissu africain tissé et filé à la main. Et Mboa. Mboa, c'est un formidable événement. C'est le premier et j'espère qu'on en aura d'autres parce que c'est un événement tellement inspirant qui permet à la jeunesse de la diaspora et même de la jeunesse camerounaise qui vient pour l'événement, on en a aujourd'hui avec nous, de s'exprimer, d'avoir de la visibilité, de réseauter, d'échanger, créer une synergie entre tous ces enfants du Cameroun. Et on souhaite longue vie au Mboa et à toute son équipe, on les remercie infiniment. Comme Marie-Noël Wafo, décoratrice et créatrice de la marque Évasion Design, beaucoup de stands créatifs ont pu mettre en lumière la richesse de la culture camerounaise. En réunissant et valorisant les différents acteurs et leaders de la diaspora, le Mboa et ses organisateurs ont réussi leur pari, faire briller le Cameroun à l'international. Allez, on termine cette édition avec du basket et Denver qui va pour la première fois de son histoire disputer une finale NBA après son match hier soir face aux Lakers de LeBron James qui ont été balayés 4-0 par Denver après un match intense 113-111. Les Nuggets et sa star Nikola Jokic vont donc disputer à partir du 1er juin la première finale NBA de leur histoire. Bravo à eux. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous. Au revoir.